Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Kizaru allait à Wano ou si Aokiji avait été nommé amiral de la flotte à la place d'Akainu? Ou mieux encore, que se passerait-il si le Zoro actuel combattait Mihawk pendant l'arc Baratie? Ce sont des questions très intéressantes et après de nombreuses recherches, je suis prête à y répondre. Avant de parler de ce qui se passerait à Wano si Kizaru arrivait, nous devons d'abord comprendre une chose. Bien que Kizaru soit incroyablement fort, il n'irait pas seul au pays des samouraïs. Il viendrait probablement avec toute sa flotte, y compris de nombreux navires de guerre, les Sentomaru et même les Pacifistas, comme il est apparu récemment dans l'arc de l'île d'Egghead. Étant donné que l'équipage aux 100 bêtes ordinaires ne sont pas très forts, Sentomaru et les autres soldats devraient pouvoir s'en occuper facilement, ce qui permettra à l'amiral de passer directement à l'action et de s'attaquer à des cibles plus importantes. Les premières personnes que Kizaru rencontrerait seraient Ulti, Usopp, Page One et Nami. Vu sa personnalité, je ne pense pas que Kizaru prendrait la peine de se battre avec eux, il est plus probable qu'il leur demande simplement où sont leurs capitaines car il est venu ici pour se battre contre des gars forts, pendant que Kizaru se dirige vers Luffy et Kaido. La situation à Onigashima est bien plus chaotique que dans l'histoire originale car il y a maintenant 3 factions qui se battent contre les marines, les samouraïs et les équipages aux 100 bêtes. Il s'agit d'un véritable chaos qui fait de nombreuses victimes de part et d'autre. Kizaru finira par atteindre un étage supérieur et trouvera enfin quelqu'un qu'il respecte, Marco le Phénix. L'apparition de Kizaru ajoute beaucoup de pression, car Chopper essaie toujours de trouver un remède au seul virus que Queen a libéré à cet étage. Marco sera choqué de voir Kizaru et voudra immédiatement l'attaquer pour ce qu'il a fait à Barbe Blanche. Mais la voix de la raison, c'est Chopper. Il suppliera Marco de ne pas l'attaquer car ils ont des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Kizaru serait déçu, mais continuerait à grimper faisant savoir à Marco qu'il reviendrait le chercher. Maintenant, selon le moment où Kizaru arrive, la situation sur le toit peut être très différente. Pour simplifier un peu les choses, je dirais que Kizaru arrivera au milieu de la bataille contre Luffy et Kaido quand tout le monde aura déjà quitté le toit. À ce stade, je pense qu'il est probable que Kizaru joue un rôle similaire à celui de l'agent CP0 et qu'il blesse gravement Luffy par derrière avec l'un de ses tirs laser. Vous pouvez penser que Luffy parviendrait à esquiver un tel tir, mais vous devez vous rappeler qu'à ce moment-là, il était vraiment fatigué et presque complètement à court d'énergie. Même l'agent CP0 dans la version originale a réussi à le surprendre, alors Kizaru serait sûrement capable de faire la même chose. Cela mettrait Kaido en colère, car il voudrait vaincre Luffy par lui-même. Il se transformerait en dragon et se précipiterait vers l'amiral. Kizaru et Kaido s'engageraient alors dans une bataille assez féroce qui secouerait toute l'île. Pendant ce temps, Luffy reprendrait conscience et se réveillerait sous sa forme Gear 5, résolu à vaincre Kaido. Il se joindrait rapidement au combat et montrerait ses nouvelles capacités en repoussant Kizaru à l'aide de sa forme géante. L'amiral commencerait à être submergé par les attaques de Kaido et de Luffy. Ils ne seraient évidemment pas d'accord pour combattre Kizaru ensemble, mais compte tenu de la situation, ils réaliseraient qu'il serait dans leur intérêt de le sortir de là avant qu'ils ne puissent terminer leur combat. Avec ce développement inattendu, il est très probable que Akainu demande la retraite immédiate de tous les marines, car la situation deviendrait complètement hors de contrôle. Sans lui, Kaido et Luffy pourraient poursuivre leur combat, et Luffy finirait par l'emporter, comme dans l'histoire originale. Il semblerait qu'Akainu aurait eu raison de ne pas le laisser aller à Wano après tout. C'est amusant quand on se souvient que la seule raison pour laquelle Kizaru est venu à Wano est que la conversation entre Kaido et Big Mom a été interceptée. Les empereurs ont été littéralement victimes d'une attaque de type intermédiaire où les hackers peuvent intercepter vos données avant qu'elles n'atteignent leur destination. Ok, ce dernier scénario était vraiment intéressant, mais abordons-en un autre un peu plus sombre. Que se passerait-il si Luffy n'était jamais né? Qu'adviendrait-il du monde de One Piece et des autres personnages? Et si je vous disais que la plupart des chapeaux de paille finiraient par mourir? Examinons-les un par un et voyons ce qui se passerait exactement. Si Luffy n'avait jamais entrepris son voyage, le règne tyrannique de Morgan à Shellstown se poursuivrait et Zoro serait exécuté, attaché à un poteau sans jamais devenir un pirate. En ce qui concerne Nami, on pourrait penser qu'elle continuerait à servir sous les ordres d'Arlong, mais ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. La première fois que Luffy et Nami se sont rencontrés, c'était à Orange Town, quand Luffy est tombé du ciel et l'a aidé à échapper à l'équipe de Buggy. Comme Luffy n'est pas là pour l'aider dans cette version, il est fort probable que Nami soit capturée par des pirates et probablement tuée par Buggy pour avoir volé. Au village de Shiro, personne ne croirait Usopp que le capitaine Kuro veut tuer Kaya et hériter de sa fortune, et il mourrait probablement en essayant de la protéger des pirates.
Les événements de Baratie changeraient également beaucoup, Miok tuant les pirates de Don Krieg et sauvant les cuisiniers. Je ne pense pas que Miok ait la moindre raison de faire du mal à Sanji ou aux autres personnes travaillant là-bas. Sanji resterait donc en vie, mais ne partirait jamais en mer pour réaliser son rêve. Luffy ne se rendrait jamais sur l'île de Drum et Wapol tuerait probablement Chopper et le docteur Kureha pour avoir refusé de quitter son château. Sans Luffy pour arrêter Crocodile, Robin servirait toujours sous ses ordres à Arabasta et après lui avoir menti sur ce qui est écrit sur le glyphe du poney, il la tuerait sans hésiter. De plus, sans l'aide de Luffy, Jinbei serait toujours coincé à Impel Down et serait probablement exécuté peu après Ace. Brook ne pourrait pas récupérer son ombre tout seul et serait probablement capturé par Ryuma et emprisonné sur Thriller Bark. Cependant, la pire chose qui puisse arriver dans cette version de l'histoire est que le gouvernement mondial emprisonne Franky et mette la main sur les plans d'une des armes anciennes, le Pluton. Bien que nous ne sachions toujours pas exactement ce qu'est le Pluton, une chose est sûre, il a d'immenses capacités de destruction et s'il tombe entre les mains du gouvernement, personne ne pourra jamais s'y opposer. Il est également important de mentionner que Luffy a libéré de nombreuses îles, comme les îles Konomi, les îles Drum, Arabasta, Skypiea, Dressrosa et même Wano. Sans lui, ces îles seraient toujours gouvernées par des pirates malveillants et d'innombrables personnes y perdraient la vie. Si Luffy n'était jamais né, l'histoire serait bien plus triste. D'accord, changeons un peu de rythme et passons à un scénario plus heureux. Après les événements de Marineford, le monde de One Piece a connu de grands changements et l'un d'entre eux a été la victoire d'Akainu sur Aokiji, qui est devenu l'amiral de la flotte des marines. Mais que se passerait-il si cela n'arrivait pas? Et si Aokiji avait remporté le duel et était devenu l'amiral de la flotte? Le monde de One Piece serait-il différent? En fait, il y a deux possibilités dans ce scénario. Si Aokiji devient l'amiral de la flotte, la première chose qu'il fera sera de nommer Garp comme son plus proche allié. Je pense que c'est ce qui se passerait car ils partagent la même vision de la justice et Garp est celui qui a formé Aokiji lorsqu'il a rejoint les marines. Ensuite, tout comme Aokiji est parti dans l'histoire originale, je pense que Akainu quitterait les marines dans cette version. Aokiji et Akainu sont les deux faces d'une même pièce. Ils veulent tous les deux la justice, mais ont des moyens complètement différents d'y parvenir, et par conséquent, je ne pense pas qu'aucun d'entre eux puisse supporter de servir sous les ordres de l'autre. Bien sûr, je ne pense pas que Akainu rejoindrait les pirates de Barbe Noire, comme l'a fait Aokiji. Il créerait probablement une petite alliance et combattrait les pirates, comme l'a fait Zephyr dans film Z. Bon, avec le départ de Akainu et l'arrivée d'Aokiji aux commandes, les choses dans le monde de One Piece ne peuvent que s'améliorer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, pas tant que ça. Le problème avec le gouvernement mondial et son fonctionnement, c'est que l'amiral de la flotte n'a pas la liberté d'apporter les changements qu'il souhaite. Il ne faut pas oublier non plus qu'il dépend directement des 5 doyens et que, quelles que soient ses bonnes intentions, il ne peut rien faire d'important sans leur approbation. Si Aokiji voulait vraiment changer les choses, il devrait les tromper en faisant ce qu'ils lui ont demandé, mais en élaborant des plans secrets avec son équipe de confiance dans l'ombre. Cette équipe serait composée de marines qui partagent ses idéaux et son sens moral. Garp, Smoker, Tashigi, Kobe, Elmepo, Ina et peut-être même Fujitora sont les noms qui me viennent à l'esprit. Aokiji commanderait directement ce groupe, les envoyant sous couverture sur les îles pour arrêter de dangereux criminels dont le gouvernement mondial ne se préoccupe pas. L'un des principaux criminels qu'il poursuivrait est Doflamingo et il parviendrait probablement à s'en débarrasser avant même que Luffy n'arrive à Dressrosa. Tout cela semble plutôt bien, mais ce scénario peut prendre une tournure beaucoup plus sombre. Ok, reprenons depuis le début. Je tiens à vous rappeler que de nombreuses personnes importantes du gouvernement mondial, et peut-être même certains dragons célestes, voulaient que Akainu soit aux commandes. C'est peut-être parce qu'il suit la justice absolue et qu'il serait plus facile à contrôler. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ces personnes puissantes se contenteraient de regarder Aokiji devenir amiral de la flotte et mettre en péril le gouvernement. C'est pourquoi ils essaieront probablement de le tuer et de le remplacer par quelqu'un en qui ils ont confiance. On ne sait pas vraiment s'ils parviendront à faire quelque chose comme ça, mais si quelqu'un de dangereux comme Kong, les 5 doyens ou même Imu aime ce plan, il ne devrait pas être trop difficile de se débarrasser définitivement d'Aokiji. Si cela se produisait, ce serait vraiment grave, car non seulement les marines seraient dirigées par quelqu'un de maléfique, mais l'un des gentils serait également mort.
Je ne voudrais absolument pas que ce scénario se produise. Cependant, je sais que nous aimerions tous voir ce qui se passerait si l'actuel Roronoa Zoro affrontait Mihawk pendant l'arc de Baratie. La rencontre de Zoro avec Mihawk à Baratie est une rencontre à laquelle il n'était absolument pas préparé. À ce moment de l'histoire, Zoro était très naïf, pensant qu'il était fort sans même connaître des capacités essentielles comme le fluide. Il est rapidement humilié par Mihawk, ce qui lui fait prendre conscience de sa faiblesse. Depuis, plus de 1000 chapitres se sont écoulés et à chaque fois Zoro devient de plus en plus fort. Et si le Zoro actuel, avec toutes ses capacités et tous ses pouvoirs, combattait Mihawk à Baratie? Que se passerait-il dans ce scénario et qui gagnerait? Ok, le combat commence donc de la même façon. Mihawk arrive et Zoro le défie en duel. Cette fois-ci, Mihawk est capable de sentir que son adversaire est vraiment fort et prend donc le combat plus au sérieux. Dans l'histoire originale, il sortait un petit couteau caché dans son collier. Mais cette fois-ci, il sort immédiatement Yoru, son épée de grade suprême. Mihawk fait preuve de respect envers Zoro, le reconnaissant comme un adversaire valable et lui demande son nom. Après que Zoro l'ait donné, Mihawk dit « Amène-toi, Roronoa, bats-toi contre moi !» Zoro se précipite alors sur lui, l'attaquant avec son style à deux épées que Mihawk repousse facilement. « C'est tout ce que tu as, Roronoa ?» Zoro sourit et dégaine Enma, sa troisième épée. Il utilise son fluide du conquérant avancé et l'insuffle à Mihawk. Ils recommencent alors à s'attaquer l'un l'autre et leur choc fait se diviser le ciel en deux comme lors du combat entre Kaido et Big Mom. Tous les convives du restaurant se tournent alors vers le combat, n'en croyant pas leurs yeux. Je veux dire, imaginez Luffy voyant une telle puissance, à ce moment-là, son expression serait ridicule. Enfin bref, Zoro continue d'attaquer en utilisant des techniques comme le style Foxfire et même Ashura. Et Mihawk continue de se défendre sans prendre beaucoup de dégâts. Au fur et à mesure que le combat progresse, Mihawk fait preuve d'une plus grande habileté et d'un plus grand sang-froid, tandis que Zoro se débat mais continue de l'attaquer de toutes ses forces. Frustré, Zoro prépare son attaque finale, l'enfer du dragon aux 103 passions qu'il a utilisé pour vaincre King. En réponse, Mihawk prépare son attaque la plus puissante qui est... qui n'a pas vraiment de nom puisque Mihawk ne nomme pas ses attaques, mais qui est certainement incroyablement puissante. Enfin bref, les deux épéistes s'affrontent avec tout ce qu'ils ont et lorsque la poussière se dissipe, Mihawk est debout tandis que Zoro est vaincu sur le sol. À ce stade, je ne pense pas que Mihawk tuerait Zoro. Il aime avoir un rival et il est plus probable qu'il encourage Zoro à devenir encore plus fort et à le retrouver. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons ce qui se passerait si Kaido arrivait à Marineford pendant la guerre des sommets.